C'est-à-dire, effectivement, je pense, comme Sébastien Claire, que la culture du soin, je dirais qu'elle est quasiment identique à la manière dont une société conçoit ses valeurs éthiques et politiques, c'est-à-dire qu'on peut dire, bon, je n'ai rien à vous cacher, je suis très inspiré par le pédiatre psychanalyste qui s'appelle Donald Winnicott, et qui, dans son texte, dit qu'en gros, la manière dont on soigne, c'est la démocratie. Donc, dites-moi comment aujourd'hui, n'est-ce pas, vous soignez, et je vous dirai dans quel type de démocratie on est. Bon, c'est pas forcément réjouissant, j'en suis désolé. Maintenant, en appuyant sur ce qu'a dit Alain concernant le co-idéaliste, dont j'ai fait partie dès le début, je reprendrai quelques mots, mais ça a été aussi évoqué par Sébastien, c'est-à-dire des mots de vulnérabilité. En gros, l'humanité de l'homme, c'est sa vulnérabilité. On le sait depuis le Quattrocento, n'est-ce pas, les pics de la Mirandole, qu'est-ce qui fait l'humain? C'est finalement le fait qu'à sa naissance, il a besoin de notre secours qui peut finalement le prendre en charge. Et c'est quand même ça, hein, en quelque sorte, ce qui fait la spécificité de l'humain. Donc, je crois que c'est extrêmement, si vous voulez, important. Cette vulnérabilité, comment est-ce qu'on peut l'accueillir? On peut l'accueillir, si vous voulez, dans quelque chose qui est sollicité, que vous connaissez avec une oppression, c'est-à-dire la dépendance. C'est aussi un mot de Winnicott, et c'est intéressant que Alain a commencé sur l'interdépendance, parce que cette dépendance, elle n'établit pas un rapport de supériorité et d'infériorité. Au contraire, si on prend Winnicott, l'éthique professionnelle est justement de reconnaître la vulnérabilité et la dépendance sans pour autant la faire équivaloir à un rapport d'infériorité et de supériorité. C'est un point aussi extrêmement important. Alors, ensuite, je mets juste quelques petits cailloux comme ça, j'ai un peu annoncé la couleur. Moi, je suis aussi ému d'être ici, à l'hôpital Saint-Louis, parce que j'ai regardé un documentaire que vous connaissez, de Jérôme Lemaire, dans le vent de l'hôpital, quand les soignants craquent, qui a été, je crois, tourné ici. Il se trouve que j'ai aussi participé, animé à un débat, n'est-ce pas, à partir de ce documentaire. Dans ce documentaire, je vais revenir, mais il est fait état de ce que nous connaissons bien, et en particulier André. Il ne se passe pas une semaine sans que le monde médical et soignant ne s'inquiète de la situation de l'hôpital et dans les soins. C'est une évidence. La rigueur budgétaire, pas les normes d'austérité, je vais y revenir. Le CHU de la Simone à Marseille, on est bien. Et au bord de la sécession de paiement, il est envisagé, il y a quelques mois, la suppression de 1000 emplois hospitaliers en échange d'une aide exceptionnelle. Il se trouve que j'ai un certain nombre de patients qui sont médecins dans cet hôpital, et je peux vous dire qu'ils travaillent à flux tendu. Ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Envisager, mais moi je les ai qui travaillent à l'hôpital, je m'en parlais beaucoup mieux que moi aussi, à Marseille, envisager de supprimer des postes alors que nous savons que les patients que je reçois, qui sont internes, PH, etc., si vous voulez, sont déjà dans une situation de maltraitance, pour aller vite, et quelque chose de tout à fait catastrophique. Et je crois que c'est pas la peine de parler d'éthique si en même temps on ne se donne pas démocratiquement le moyen, si j'ose dire, de prendre en charge la vulnérabilité. C'est prendre en charge la vulnérabilité des patients, c'est prendre en charge la vulnérabilité qu'il y a dans chacun d'entre nous, dans la mesure où le soin a pour paradigme originaire, le soin que l'environnement apporte au tout petit être humain. Donc je crois que c'est un point extrêmement important. Au passage, quand même, je rappelle une enquête faite, Patrick le connaît peut-être, une enquête faite par des chercheurs de l'Université d'Oxford, qui ont montré que les suppressions de postes, les logiques d'austérité et de rentabilité appliquées au Royaume-Uni ont produit une surmortalité de 30 000 décès supplémentaires pour la seule année de 2015. Donc si vous voulez, je crois que, mais ça j'en parlerai pas trop parce que je sais que André peut en parler, donc, mais il va de soi que cette dégradation, si vous voulez, de nos conditions de travail, et donc du prendre soin, c'est quand même de ça dont il s'agit, cette dégradation, si vous voulez, sous l'impact d'une nouvelle logique gestionnaire managériale, n'est-ce pas, dont la clé de ça n'est que le symptôme finalement, c'est la partie émergée de l'iceberg, qui est en gros l'inclusion dans la plupart de nos actes professionnels d'une dimension extrinsèque, c'est-à-dire, n'est-ce pas, essentiellement, encore une fois, cette dimension gestionnaire et budgétaire. Je vous donne juste un petit exemple personnel.
Il y a quelques décennies, je ne vous dirai pas combien, j'étais à l'hôpital à plein temps, etc. Et j'avais un patient en charge. Et il se trouve que dans les centres psychotiques, à un moment donné, c'était très important dans son traitement de répondre à un besoin qu'il avait d'avoir un chien. Donc vous imaginez, il y a quelques décennies, c'est impossible aujourd'hui, mais vous imaginez déjà tout le travail que j'ai dû faire pour faire en sorte que le médecin directeur, le directeur gestionnaire, parce qu'il y avait une bipolarité, si j'ose dire, n'est-ce pas, plus le conseil de surveillance admettent, n'est-ce pas, que le fait de répondre à ce patient psychotique, n'est-ce pas, qui est extrêmement peur de tout, pour aller très vite, puisse avoir un chien. Ça paraissait tout à fait impensable. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne serait impossible. Je pense que ça serait impossible. Alors bien sûr, finalement, j'ai réussi à obtenir cela. On m'a dit, mais tu lui dis que c'est un petit chien. Bien sûr, il a pris un berger allemand. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui c'est impossible, c'est bien parce qu'on a déplacé le curseur et qu'on est passé à un pouvoir purement technocratique et bureaucratique qui fait que quand je pratiquais il y a pas mal de décennies à l'intérieur de cet hôpital, le médecin directeur était le patron, le directeur gestionnaire, n'est-ce pas, accompagné en quelque sorte la logistique permettant de la prise en charge des patients. Je pense que mieux que moi, mais aujourd'hui, ça s'est totalement déplacé. Mais ce déplacement, il n'est pas seulement un déplacement institutionnel, il y a un déplacement dans la hiérarchie des valeurs éthiques, et il y a un déplacement, si vous voulez, dans l'inclusion même de cette dimension, dans le grain le plus ténu de nos actes professionnels. Alors, je ne vais pas développer simplement là-dessus, je vais reprendre sur la question maintenant du, si vous le voulez bien, du prendre soin. Alors, comme vous le savez, la philosophie du soin depuis le début met en tension deux pôles, c'est bien connu, là aussi Winnicott en parle, sauf que Winnicott justement ne veut pas opposer ces deux pôles, puisqu'il invente, par rapport, si vous voulez, au cure et au care, il invente un espèce de néologisme, le cure-care, c'est-à-dire justement, lui, propose la jonction des deux. Mais, on va dire très vite qu'il y a donc cette dimension curative du soin, formalisée, objectivée, qui constitue ce qu'on appelle le iatrique, le médical proprement dit, et aujourd'hui la technique avec bien évidemment en plus l'introduction du numérique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, etc. Et puis, par lequel le thérapeutique, le souci du malade, le soin. C'est important parce que, en anglais en tout cas, Winnicott le développe, n'est-ce pas, c'est le même mot, le cure, qui renvoie à ces deux sens. Et ce que dit Winnicott aussi, c'est que l'oubli d'une des deux significations n'est pas innocente et qu'elle dégrade d'une certaine manière la position du soignant. Bref, rappel historique, je vais très vite, je l'ai déjà fait pour les passes il y a quelques années, n'est-ce pas, Claire. Le soin, d'abord, en Grèce, c'est la raison d'être de la médecine hippocratique qui observe ce souci du malade pour accompagner l'effort spontané de la nature à se guérir. Et même la rationalité hippocratique, même par opposition au prêtre du temps d'Asclépios, n'oppose pas, si vous voulez, cette rationalité et la dimension sacrée. Donc il faut bien voir très vite, mais que la désacralisation aujourd'hui du soin, on y reviendra, n'est que finalement corrélative à une désacralisation du monde, à un désenchantement du monde. On reconnaît qu'enfin n'est-ce pas, comme étant justement ce monde de la modernité, qui fait dire à un économiste comme Keynes, n'est-ce pas, nous serions capables d'éteindre le soleil des étoiles parce qu'il ne nous rapporte pas de dividendes. C'est exactement ce qui se passe dans les services hospitaliers, bien sûr. Donc, c'est lorsqu'on raisonne en termes de rationalité budgétaire et technique. Donc, si vous voulez, ensuite, vous le savez, le soin et la médecine se séparent au Moyen-Âge, et cela freine même la médicalisation des hôpitaux, puisque ça devient seulement des lieux d'accueil des pauvres et des précaires. C'est le devoir d'hospitalité pour aller très vite. Ça dure à peu près jusqu'au XVIIe, XVIIIe. Le grand moment de rupture, je vais très vite pour le grand moment de rupture, vous le savez, c'est bien connu, c'est le XIXe, c'est-à-dire la médecine, n'est-ce pas, expérimentale et scientifique, avec Claude Bernard, c'est-à-dire la mise en correspondance du paysage sémiologique avec les lésions anatomo-physiologiques constatées, anatomo-pathologiques, constatées post-mortem.
Bon. Sauf qu'après, on n'a plus besoin d'attendre que le patient soit mort pour repérer ces lésions. En quelque sorte, les sciences annexes, la physique, la chimie, etc., permettent de mettre, encore une fois, en corrélation. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on est dans quelque chose qui est du côté de... On voit bien qu'à l'intérieur même d'un développement comme celui de la science ou de l'art médical, on voit bien comment l'objectivation du corps, l'objectivation du patient a quelque part participé à sa désacralisation. Et ça, c'est pas le capitalisme, c'est pas la mondialisation. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, si vous voulez, pour des raisons de rationalité scientifique tout à fait légitimes, une épistémologie change et qui amène à ce que, si vous voulez, le corps humain, n'est-ce pas, soit de plus en plus objectivé. Alors, de là à ce qu'il soit chosifié, on passe un siècle supplémentaire, on arrive au XXe et à la construction, si vous voulez, de la biomédecine, notamment avec l'investissement que peuvent faire les industries de santé dans tout ce qui est recherche médicale. Alors, je fais vite et je fais ça. Aujourd'hui, je pense que nous avons encore une étape supplémentaire qui s'est accomplie. Cette étape supplémentaire, elle est prise à la fois par le développement des techniques, le progrès technique, encore que la question du progrès se pose, comme disait George Orwell, quand on me parle de progrès, je demande toujours, est-ce qu'il nous rend plus humains ou moins humains? Or, souvent on considère que le progrès technique, son développement, en quelque sorte, induit un progrès éthique, une sagesse éthique, ce qui n'est pas du tout évident, bien sûr, c'est peut-être pour ça que les convivialistes, bien sûr, en débattent. Alors, si vous voulez, ce progrès fait qu'aujourd'hui, par exemple, on voit bien comment l'intelligence artificielle, je y reviendrai, mais elle modifie complètement la relation des patients et des médecins ou des soignants. On sait bien, par exemple, que l'intelligence artificielle permet de dépister 95% des mélanomes, là où les dermatologues vont en dépister 75%. On sait bien que le logiciel Watson va apporter une aide à la décision médicale. On sait bien qu'on peut introduire des fibroparticules à l'intérieur des pansements pour voir l'évolution, la cicatrisation et l'effectivité des thérapeutiques. Donc, quelque chose est en train de changer. C'est-à-dire que la clinique, si vous voulez, aujourd'hui, elle bascule un peu à l'arrière-plan. Il va de soi que la présence massive, et il ne s'agit pas de regretter ni les robots chirurgicaux, ni encore une fois cette implosion de l'intelligence artificielle dans l'ensemble des métiers, mais ça produit quelque chose. Ça produit quelque chose qui fait d'ailleurs que si je me fie aussi à ma pratique clinique, les patients qui me rapportent le travail aujourd'hui qu'ils peuvent faire avec leurs patients, par exemple en psychiatrie, sera beaucoup plus assumé par des psychologues ou des travailleurs sociaux que par des psychiatres. Donc quelque chose a fait, si vous voulez, que cette recomposition des métiers médicaux, n'est-ce pas, par les techniques ont abouti encore une fois à ce que, on va dire, la parole, la clinique, etc., prennent une part secondaire par rapport à un système clinicien, pour parler comme Jacques Ellul. Alors, le danger, c'est pas seulement du côté de l'homo economicus. Le danger, il est, si vous voulez, pour moi, dans quelque chose que j'appelle la prolétarisation généralisée de l'ensemble des métiers. C'est-à-dire qu'on peut, aujourd'hui, dans l'ensemble des métiers, que ce soit l'enseignement, la recherche, le soin, la justice, l'information, la culture, etc., on peut décomposer des actes professionnels en différents modules de compétences à accomplir, de la même manière que Taylor avait en quelque sorte organisé scientifiquement la chaîne de production de pièces détachées, les temps modernes de Charlot, de la même manière, à peu près partout, il est possible, si vous voulez, de décomposer, n'est-ce pas, les actes professionnels en actes rationalisés, fragmentés, organisés, et du coup, vous voyez bien aussi la conjonction entre justement cette possibilité de décomposer l'acte professionnel en modules techniques avec, bien évidemment, la gestion financière. Et du coup, l'ensemble des métiers sont placés sous ce que j'appelle la curatelle technico-financière. Et donc, très vite, vous avez cette prolétarisation des métiers, cette prolétarisation des professionnels. Je rappelle au passage, tu me diras qu'il y a 5 ou 2 minutes pour conclure, mais je rappelle au passage que le terme de prolétaire que le jeune Marx
emploie le Marx hegelien de gauche pour aller très vite. Le terme prolétaire, ce n'est pas simplement des conditions matérielles d'existence. Le terme prolétaire, c'est la confiscation du savoir-faire, du savoir-être et du savoir de l'artisan par le mode d'emploi de la machine qui prescrit à ce moment-là les actes à accomplir. Donc le danger, pour aller très vite, est bien sûr cette prolétarisation, et on voit bien comment logique, si vous voulez, de rationalité pratico-formelle. Pour faire très vite, la rationalité pratico-formelle, ça veut dire la rationalité des affaires et la rationalité du droit. C'est-à-dire combien ça coûte et est-ce que c'est conforme. Le règlement de pratique, ça on voit bien comment on pourrait évacuer ce qui fait le propre du prendre soin. On voit bien comment, si vous voulez, on pourrait, par une espèce de normalisation étendue à l'ensemble des actes, aboutir, si vous voulez, à être totalement, en quelque sorte, expulsé des actes, n'est-ce pas, que l'on accomplit, que l'on réalise. Alors, il ne s'agit pas, bien évidemment, de renoncer à l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas, bien évidemment, si vous voulez, d'exclure les calculs budgétaires, les contraintes gestionnaires, si vous voulez, de l'ensemble des actes professionnels que nous accomplissons, quel qu'il soit, encore une fois, quel que soit le lieu où ils s'accomplissent, sauf que là, le lieu où ça s'accomplit, ça s'appelle le soin de la vulnérabilité, donc ça veut dire le soin de ce qui, dans l'humain et l'humanité, pour aller très vite, ça, et donc comment, c'est là où, si vous voulez, il me semble, et peut-être que là, je lance justement un peu un défi pour aller vite du côté du convivialisme, comment face à cette espèce d'industrialisation des recherches, du soin, etc., face, si vous voulez, à cette rationalisation fragmentaire, techniciste, etc., de nos métiers, face, encore une fois, au risque de nous transformer en usine de production d'actes de soins ou à une usine de production d'articles scientifiques, etc., comment faire une place pour pouvoir réhabiliter des lieux d'échange, des lieux de parole, non seulement avec les patients, mais entre professionnels. Et c'est là, à mon avis, où, je termine avec deux citations, c'est là où, à mon avis, il faut prendre en compte une dimension, c'est la dimension du temps, c'est tout bête. C'est-à-dire que, à mon avis, le défi à relever, c'est moins celui de la réduction du temps de travail, que la réduction, si vous voulez, d'un temps de présence sur des lieux d'activité, tout en conservant du temps pour pouvoir échanger. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire, c'est moins de faire tomber à 35 heures, surtout que l'hôpital, comme vous savez, ça ne marche pas tout à fait. Bon, mais que de dire, si on est... Je lance un peu une pierre, mais ça, c'est de dire que, en gros, on reste à 39 heures, peut-être, on reste à 35 heures, peut-être, mais en tout cas, on a 12 heures où on a des espaces où les professionnels peuvent se prendre du temps pour pouvoir penser. Alors, la citation est simple, c'est celle de Jean-François Letard que connaît Alain, n'est-ce pas? Dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut, n'a qu'origine, d'en faire perdre. Donc, en gros, aujourd'hui, quand on tarife des actes et quand on détermine votre temps, on vous empêche de penser. Et moi, je crois qu'il faut pouvoir réhabiliter, si vous voulez, sur les lieux de soins, justement, la capacité de penser. Dernière citation, et j'arrête, n'est-ce pas? Elle est de Canguilhem, je crois qu'elle est plus que jamais valable aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, justement, le drame, si vous voulez, des patients, pour aller très vite, mais aussi des soignants, parce que n'est-ce pas, la manière dont vous traitez les patients, dont nous traitons les patients, c'est la manière dont nous traitons nous-mêmes. Ça s'appelle le sujet éthique, la fabrique du sujet éthique de Foucault. Eh bien, si vous voulez, c'est justement de pouvoir prendre soin et faire que un sujet humain n'est pas qu'un segment de population statistique. C'est aussi un sujet parlant, c'est aussi un sujet qui rêve, c'est aussi un sujet qui souffre, et peut-être que la vulnérabilité partagée est la condition de faire œuvre à la fois sociale et subjective. Et la citation de Canguilhem. Et quel est donc le type de société pourvu d'une organisation sanitaire exploitant l'information la plus sophistiquée sur la distribution et corrélation des facteurs de maladie, l'intelligence artificielle, qui dispensera un jour le médecin de la tâche peut-être désespérée d'avoir à soutenir des individus en situation de détresse dans leur lutte anxieuse pour une guérison aléatoire.